Le soleil du matin faisait resplendir les toits médiévaux de la vieille ville de Fribourg dans des tons rouges chaleureux, tandis que Jeanne Collin se tenait à la fenêtre de la cuisine de son appartement de la Konviktstrasse et préparait du café. À 68 ans, elle avait appris à apprécier les petits plaisirs de la vie, l'arôme des grains fraîchement moulus, le son des cloches de la cathédrale à 7 heures du matin, les bruits familiers de son quartier qui s'éveillait. Son mari Gabriel était déjà assis à la table de la salle à manger et lisait la Badische Zeitung, une routine qu'ils entretenaient depuis 40 ans de mariage. Fribourg était leur ville. C'est là qu'ils avaient élevé leur fille Emma. C'est là qu'ils avaient construit leur magasin d'antiquités sur la Rathausplatz. C'est là qu'ils connaissaient chaque recoin, chaque ruelle, chaque boutique. La ville du Breisgau, avec ses bêcheles, les petits cours d'eau dans les rues, avait quelque chose de confortable, de gérable. On se saluait, on connaissait les visages. C'était précisément cette familiarité qui donnait à Jeanne un mauvais pressentiment ce matin de septembre 2022 lorsqu'elle pensait à sa fille. Emma avait déménagé à Munich 3 ans auparavant, après avoir épousé Lucas Moreau. Le mariage avait été une affaire élégante, dans un hôtel au bord du lac de Starnberg, avec 60 invités et tout ce qui allait avec. Lucas était consultant en entreprise dans une société internationale, gagnait bien sa vie, avait belle allure avec ses cheveux noirs et ses yeux bruns qui regardaient toujours si intensément. Emma, leur fille unique, avait rayonné ce jour-là. Jeanne se souvenait encore exactement du moment où elle avait vu Emma dans sa robe de mariée, mince, blonde, avec les mêmes yeux verts qu'elle-même, pleine d'espoir pour un avenir commun. Mais déjà à l'époque, Jeanne avait ressenti quelque chose. Rien de palpable, rien qu'elle aurait pu nommer. C'était la façon dont Lucas regardait Emma, comme si elle lui appartenait. La façon dont il tenait sa main, fermement, possessivement. La façon dont il prenait des décisions sans la consulter. Quel hôtel, quel menu, quelle musique pour le mariage? Emma avait toujours souri et acquiescé, mais Jeanne avait vu comment sa fille hésitait parfois avant de hocher la tête. Gabriel avait écarté ses préoccupations. « Tu vois des fantômes ?» avait-il dit. « Le jeune homme est amoureux. Il veut donner le meilleur à sa femme. C'est normal. » Et Jeanne s'était tue, parce qu'elle n'avait pas de preuves, seulement une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. Les premiers mois après le mariage s'étaient déroulés sans incident. Emma appelait régulièrement, racontait sa nouvelle vie à Munich, son travail de responsable marketing dans une entreprise de taille moyenne, l'appartement à Schwabing qu'ils avaient aménagé ensemble. Mais ensuite, imperceptiblement d'abord, quelque chose changea. Les appels devinrent moins fréquents. La voix d'Emma semblait plus fatiguée. Quand Jeanne demandait si tout allait bien, Emma répondait toujours la même chose. « Oui, maman, tout va bien. Juste beaucoup de travail en ce moment. » Au printemps 2023, Emma vint à Fribourg pour la première fois depuis des mois. C'était un samedi d'avril et Jeanne avait préparé le plat préféré d'Emma, des Maultaschen avec une salade de pommes de terre, à la manière souabe, bien qu'il soit en réalité badois. Emma était venue seule. Lucas avait apparemment un rendez-vous important. Jeanne ouvrit la porte et sursauta. Sa fille avait maigri considérablement. Les pommettes saillaient, sous les yeux se dessinaient des ombres sombres. Le sourire qu'Emma affichait n'atteignait pas ses yeux. Dans le salon, autour du café et d'un gâteau fait maison, Jeanne essaya prudemment de creuser. « Tu as l'air fatiguée, chérie. Tout va bien au travail ?» Emma hocha la tête trop rapidement. « Oui, comme je l'ai dit, beaucoup à faire. Nous avons un nouveau projet, très exigeant. Et Lucas, comment va-t-il ? » Encore ce hochement de tête rapide. « Bien, très bien, il travaille beaucoup aussi. Nous nous voyons à peine parfois. » Gabriel, assis dans le fauteuil, intervint. « C'est normal au début d'une carrière. Vous êtes tous les deux ambitieux. Ça va se calmer. » Emma sourit à son père, mais Jeanne vit comment ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait la tasse de café. Elle voulait poser plus de questions, mais Emma changea rapidement de sujet. « Comment va le magasin ? Avez-vous reçu des pièces intéressantes ?» L'après-midi passa en bavardage, avec des histoires sur le magasin d'antiquités, sur les nouvelles de Fribourg, sur tout sauf ce qui était vraiment important.
Quand Emma repartit le soir, Jeanne serra sa fille longuement dans ses bras. « Prends soin de toi, murmura-t-elle. S'il y a quoi que ce soit, tu peux toujours venir chez nous. Toujours. » Emma hocha la tête contre son épaule. « Je sais, maman. Mais tout va bien. Vraiment. » Dans les semaines qui suivirent, Jeanne appela plus souvent, mais Emma répondait rarement. Quand elle rappelait, c'était toujours bref. « Désolé, maman, j'étais en réunion. Désolé, j'étais au sport. Désolé, j'étais faire des courses. » Toujours une excuse, toujours une explication, mais plus jamais de vraie conversation. En juin, Emma appela, et sa voix sonnait différemment. Excitée, mais aussi tendue. « Maman, j'ai des nouvelles. Je suis enceinte. » Jeanne cria de joie. « C'est merveilleux. » « Tu en es où ?»« 8e semaine. Nous sommes allés chez le médecin hier. Tout va bien. Lucas est totalement heureux. » Jeanne voulait immédiatement aller à Munich, mais Emma refusa. « Pas maintenant, maman. Je suis encore dans la phase critique. Le médecin a dit que je devais me ménager. Venez plutôt plus tard. » Alors, Jeanne attendit. Elle acheta des affaires pour bébé, tricota une couverture, planifiait tout pour son petit enfant. Gabriel se réjouissait également, à sa manière calme. « Un petit-fils ou une petite-fille, dit-il. Ce sera bien. » Mais la joie de Jeanne était ternie par une inquiétude grandissante. Emma appelait à peine. Quand Jeanne l'atteignait, on entendait souvent Lucas en arrière-plan. Sa voix, profonde et contrôlée, toujours avec une remarque. « Emma, tu devrais t'allonger. »« Emma, as-tu pris tes médicaments ?» Emma, le repas refroidi. En août, Jeanne décida que c'en était assez. Elle se rendit à Munich, sans prévenir. L'appartement de la Belgradstrasse se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien. Quand Jeanne sonna, il fallut longtemps avant qu'Emma n'ouvre. Elle portait un pull ample, bien qu'il fasse chaud, et son ventre se bombait doucement sous le tissu, 5e mois. « Maman, que fais-tu ici ?» La voix d'Emma était un mélange de surprise et d'autre chose. De peur. « Je voulais te voir, » dit Jeanne, et serra prudemment sa fille dans ses bras. « Tu ne réponds plus au téléphone ?»« Je m'inquiète. » Emma la laissa entrer. L'appartement était impeccablement rangé, presque stérile. Pas de désordre, pas de confort. Dans le salon pendaient des reproductions d'art moderne aux murs. Les meubles étaient chers, mais impersonnels. Rien de la vivacité antérieure d'Emma n'était perceptible ici. Elles s'assirent sur le canapé en cuir gris. Jeanne remarqua un bleu au poignet d'Emma lorsqu'elle atteignit la tasse de thé. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle désigna la décoloration. Emma tira rapidement sa manche vers le bas. « Oh, rien. J'ai heurté la porte. Si maladroite ces derniers temps. Hormone de grossesse. » Elle rit, mais cela sonnait creux. Jeanne allait justement demander des précisions quand la porte de l'appartement s'ouvrit. Lucas entra, en costume et cravate, la mallette à la main. « Jeanne, quelle surprise !» Sa voix était polie mais froide. « Emma n'a pas mentionné que vous veniez. Ce n'était pas convenu. » Jeanne resta calme. « Je voulais voir ma fille. Je n'ai quand même pas besoin de m'annoncer au préalable. » Lucas afficha un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr que non. Mais Emma a besoin de repos. Le médecin a dit « pas de stress, pas d'agitation ». Jeanne se leva. « Je suis sa mère. Je ne suis pas un stress. » Lucas s'approcha. « Vous le pensez sûrement bien, mais vous ne savez pas à quel point la grossesse est compliquée. Emma a déjà eu 2 saignements. Nous devons être très prudents. » Emma était assise là, le regard baissé, ne disait rien. Jeanne regarda entre sa fille et Lucas. « C'est vrai, Emma ?» Emma hocha lentement la tête. « Oui, maman. C'est mieux si je ne m'agite pas. Lucas prend bien soin de moi. » Jeanne voulut protester, voulut dire à sa fille qu'elle voyait ce qui se passait ici, mais elle se retint. « Bien, dit-elle finalement. Alors repose-toi, mais je veux avoir régulièrement de tes nouvelles. » Elle prit congé et retourna à Fribourg le cœur lourd. Gabriel écouta son rapport, secoua la tête. « Tu interprètes trop. L'homme s'inquiète pour sa femme enceinte. C'est son bon droit. » Mais Jeanne n'était pas convaincue. Elle commença à faire des recherches. Contrôle dans les relations, isolation,
Violence psychologique. Les articles qu'elle trouva lui glacèrent le sang. Tous les signes étaient là. Fin septembre, elle reçut un appel d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Quand elle décrocha, c'était Emma qui chuchotait. « Maman, je ne peux pas parler longtemps. Lucas fait les courses. Je voulais juste dire que je t'aime. » La voix d'Emma se brisa. « Emma, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. » Mais la ligne était déjà coupée. Jeanne rappela immédiatement, mais personne ne répondit. Elle essaya pendant des heures, écrivit des messages, mais aucune réponse ne vint. Le lendemain, Lucas l'appela. « Jeanne, Emma ne va pas bien. Elle a fait une dépression nerveuse. Le médecin lui a prescrit du repos complet. Pas d'appel, pas de visite pendant les prochaines semaines. S'il vous plaît, respectez cela. » Jeanne explosa. « C'est ma fille, j'ai le droit de lui parler. » La voix de Lucas devint dure. « Vous avez le droit de faire ce qui est bon pour Emma et le bébé. Et en ce moment, c'est la distance. Bonne journée, Jeanne. » Il raccrocha. Jeanne était assise là, le téléphone à la main, et savait que quelque chose tournait terriblement mal. Gabriel essaya de la calmer, mais elle ne se laissa pas calmer. Elle appela l'employeur d'Emma, demanda à parler à sa fille. Le service du personnel l'informa que Madame Moreau était en arrêt maladie depuis 3 semaines. Problème de grossesse. Jeanne appela la police de Munich, essaya d'expliquer que sa fille pouvait être en danger. Mais que devait-elle dire? Que son gendre était trop contrôlant? Que sa fille ne répondait pas au téléphone? Ce n'était pas un crime. L'agent, à l'autre bout, était poli, mais ferme. « Madame Colin, votre fille est adulte. Si elle ne veut pas vous parler, nous ne pouvons rien faire. Vous a-t-elle demandé de l'aide? Non, mais... Alors nous ne pouvons pas intervenir. Si vous avez des indices concrets d'un délit, contactez-nous à nouveau. » Jeanne raccrocha, frustrée et impuissante. Dans les semaines qui suivirent, elle essaya tout. Elle retourna à Munich, mais personne n'ouvrit la porte. Elle parla aux voisins, mais ils connaissaient à peine Emma. Un couple tranquille, c'est tout ce que nous savons. Elle écrivit des lettres, envoya des colis, mais jamais de réponse ne vint. Gabriel devint impatient. « Tu dois lâcher prise, Jeanne. Emma est adulte, elle a sa propre vie. » Mais Jeanne ne pouvait pas lâcher prise. Son instinct lui disait que sa fille était en danger. En novembre, elle reçut enfin un message, un SMS du numéro d'Emma. « Maman, je suis désolée. J'étais malade, mais maintenant ça va mieux. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je t'aime. » Jeanne répondit immédiatement, appela, mais de nouveau aucune réaction. Le message semblait faux, trop formel, trop distant. Était-ce vraiment Emma? Noël arriva et Emma ne vint pas à Fribourg. Lucas appela, expliqua qu'Emma devait garder le lit. « Le médecin n'autorise pas les voyages. Nous fêtons ici à 2. Jeanne proposa de venir, mais Lucas refusa. Ce serait trop pour Emma, peut-être après la naissance. Jeanne passa Noël dans une profonde inquiétude. Elle ne pouvait ni manger ni dormir, ne pensait qu'à sa fille. Gabriel essaya de la distraire, mais rien n'y fit. Le jour du réveillon, elle décida qu'elle devait agir. Elle retournerait à Munich, enfoncerait la porte s'il le fallait. Elle verrait sa fille, peu importe ce que Lucas disait. Mais alors, le 2 janvier 2024, le téléphone sonna. C'était la police de Munich. « Madame Colin, ici le commissaire principal Richter. Il s'agit de votre fille Emma Moreau. » Le cœur de Jeanne s'arrêta. « Que s'est-il passé? Va-t-elle bien ?» Il y eut une longue pause. « Madame Colin, votre fille est à l'hôpital. Elle a été gravement blessée. Nous avons besoin de vous ici. Pouvez-vous venir à Munich ?» Jeanne entendit à peine. Elle cria après Gabriel, attrapa son sac et en quelques minutes ils étaient dans la voiture, fonçant sur l'autoroute vers Munich. Pendant les 2 heures de trajet, Jeanne essaya désespérément d'obtenir plus d'informations, mais la police disait seulement « Venez d'abord, nous expliquerons tout en personne ». Quand ils arrivèrent à l'hôpital de Munich, ils furent conduits à une unité de soins intensifs. Le commissaire Richter, un homme d'une 40aine d'années au visage grave, les accueillit. « Madame Colin, votre gendre a appelé les urgences hier soir. Il prétend que votre fille est tombée dans les escaliers.
Elle a de graves traumatismes crâniens, plusieurs côtes cassées, une épaule brisée. Jeanne chancela. Gabriel dut la soutenir. Le bébé, le visage de Richter devint encore plus grave. « Je suis désolé. L'enfant n'a pas survécu. » Jeanne s'effondra, et à ce moment elle sut, ce n'était pas un accident. Lucas avait failli tuer sa fille, et elle n'avait pas pu l'empêcher. Le Klinikum Recht der Isar à Munich était un bâtiment moderne en verre et béton dont les couloirs stériles sentaient le désinfectant. Jeanne était assise sur une chaise en plastique dur devant l'unité de soins intensifs. Gabriel à côté d'elle, tous deux silencieux, tous deux sous le choc. Il était 3 heures du matin le 3 janvier, et le monde avait cessé d'avoir un sens. Le commissaire Richter leur en avait dit plus, dans une petite salle de réunion qui était trop froide et trop éclairée. Lucas Moreau avait appelé les urgences à 22h15, sa voix paniquée, hystérique. « Ma femme est tombée dans les escaliers, elle ne bouge pas, il y a du sang partout, s'il vous plaît, venez vite !» Les ambulanciers avaient trouvé Emma sur le sol dans la cage d'escalier de l'immeuble, inconsciente, avec des blessures qui étaient difficilement explicables par une simple chute. La médecin urgentiste de garde, Dr Sarah Zimmermann, avait immédiatement eu des soupçons. Les schémas de blessures étaient incompatibles avec l'histoire d'une chute dans les escaliers. Emma n'avait pas seulement des traumatismes crâniens, mais aussi des marques d'étranglement au cou, des blessures défensives aux avant-bras, des contusions aux côtes qui étaient plus anciennes, des fractures guéries qui n'avaient jamais été traitées. Ce n'était pas un accident, avait dit Zimmermann au médecin traitant. C'est de la violence domestique, et depuis longtemps. La police était venue dans la nuit même. Lucas Moreau était assis dans son appartement quand ils arrivèrent, en jean et t-shirt, ses mains tremblaient, son visage était pâle. « Racontez-nous ce qui s'est passé », avait exigé le commissaire Richter. Lucas avait dégluti, les mains jointes. « Nous avons eu une dispute. Emma voulait appeler sa mère. J'ai dit qu'il était trop tard le soir. Attends demain. Elle s'est mise en colère, a couru vers la porte. Je l'ai suivie, voulait la retenir, mais elle s'est arrachée et a trébuché. La cage d'escalier est étroite. Elle a perdu l'équilibre et est tombée. Je le jure, c'était un accident. » Richter avait pris des notes, son visage impénétrable. « Monsieur Moreau, votre femme a des blessures qui ne correspondent pas à cette histoire. Elle a des marques d'étranglement au cou. Comment expliquez-vous cela ?» Lucas était devenu pâle. « J'ai essayé de la retenir. Peut-être que j'ai serré trop fort. Mais je voulais seulement empêcher qu'elle tombe. Et les blessures plus anciennes, les fractures à ses côtes qui sont déjà partiellement guéries, Lucas s'était tu longtemps, puis il avait dit « Emma tombait souvent pendant la grossesse. Elle était maladroite, inattentive. Je lui ai dit qu'elle devait faire plus attention, mais elle n'écoutait pas. Richter l'avait regardée avec des yeux froids. « Monsieur Moreau, vous allez devoir nous accompagner au commissariat. Nous avons d'autres questions. » Lucas n'avait pas été arrêté, pas immédiatement. Il n'y avait pas de témoins, pas de preuves claires, seulement des soupçons et des blessures contradictoires. Mais les enquêtes étaient en cours, et Richter était déterminé à découvrir la vérité. Jeanne apprit tout cela par bribes, pendant qu'elle était assise à côté du lit d'Emma. Sa fille était dans un coma artificiel, connectée à des machines qui surveillaient ses fonctions vitales. La tête était bandée, le visage enflé et décoloré. Jeanne tenait la main d'Emma, qui était sans vie et froide, et murmurait encore et encore « Je suis là, mon trésor, je suis avec toi, je suis tellement désolé. » Gabriel se tenait à la fenêtre et fixait la ville endormie. Il n'avait pas dit un mot depuis des heures. Jeanne savait ce qui se passait en lui, la culpabilité, les reproches qu'il se faisait. « Tu avais raison, avait-il finalement dit, sans la regarder. J'aurais dû t'écouter. » Le 4 janvier, la gynécologue arriva. Docteur. Maria Hoffmann, une femme au début de la cinquantaine avec des mèches grises dans les cheveux foncés. Elle s'assit à côté de Jeanne, son expression grave. « Madame Collin, je dois vous parler du bébé. »
Le cœur de Jeanne se serra. Emma était à la 26e semaine. L'enfant, un garçon, était né prématurément à cause de la chute, par césarienne d'urgence. Il pesait 120 grammes, les poumons n'étaient pas développés. Après 3 heures, il était mort. Jeanne pleura pendant que docteur Hoffmann parlait. Mais il y avait autre chose, continua le médecin. Lors de l'examen de votre fille, nous avons trouvé des signes de maltraitance systématique. Vieux hématomes, cicatrices, fractures osseuses à différents stades de guérison. Votre fille a été maltraitée pendant des mois, peut-être des années, et elle n'a jamais demandé d'aide. Jeanne sanglota. Je l'ai senti. Je le savais, mais je ne pouvais rien faire. Dr Hoffmann posa une main sur son épaule. Ce n'est pas votre faute. Les victimes de violences domestiques ont souvent honte, ont peur, sont isolées. Son mari l'a systématiquement coupée de tout ce qui aurait pu lui donner du soutien. C'est un comportement classique de l'agresseur. La police fouilla l'appartement de la Belgradstrasse. Ce qu'ils trouvèrent était bouleversant. Dans une armoire verrouillée, ils découvrirent un carnet dans lequel Lucas avait méticuleusement documenté le comportement d'Emma. Quand elle se levait, ce qu'elle mangeait, avec qui elle parlait, chaque écart par rapport à ses règles. Des entrées comme « Emma a appelé sa mère aujourd'hui sans permission. Conséquence, pas de dîner. » Ou « Emma a refusé de rendre visite à ma famille. » Conséquence, téléphone confisqué pendant 3 jours. Ils trouvèrent aussi des caméras de surveillance cachées dans les détecteurs de fumée et les cadres photos qui couvraient chaque coin de l'appartement. Lucas avait observé sa femme 24 heures sur 24, même quand il n'était pas à la maison. Les enregistrements des derniers mois montraient une Emma de plus en plus apathique, qui bougeait à peine, qui pleurait souvent, qui maigrissait de plus en plus. Le commissaire Richter appela Jeanne, lui demanda de venir au commissariat. Elle était assise dans une salle d'interrogatoire, non pas en tant que suspecte, mais en tant que témoin, et regarda des extraits de ses vidéos. Elle vit comment Lucas criait sur Emma, la poussait contre le mur, la tirait par les cheveux. Elle vit comment il lui prenait son téléphone, lisait ses emails, contrôlait ses vêtements. Elle vit comment Emma devenait de plus en plus petite, de plus en plus silencieuse, de plus en plus une ombre d'elle-même. Jeanne ne put pas continuer à regarder. Elle quitta la pièce, vomit aux toilettes, pleura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Gabriel la trouva là, la prit dans ses bras. « Nous allons la sortir de là, murmura-t-il. Elle est forte, elle va s'en sortir. » Mais les médecins n'étaient pas optimistes. Emma avait subi une grave hémorragie cérébrale. Si elle se réveillerait un jour, c'était incertain. Et si elle se réveillait, quel dommage aurait-elle subi? Dr Peter Wagner, le neurochirurgien en chef, expliqua la situation à Jeanne et Gabriel. « Votre fille est entre la vie et la mort. Les prochaines 72 heures sont décisives. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais vous devez vous préparer au pire. » Lucas fut arrêté le 6 janvier. Le parquet de Munich porta plainte pour tentative d'homicide involontaire, lésions corporelles graves et séquestration. Les preuves étaient accablantes, les constats médicaux, les enregistrements vidéo, le carnet, les témoignages de voisins qui avaient souvent entendu des cris mais n'étaient jamais intervenus. L'avocate de Jeanne, Karine Bauer, une avocate pénaliste expérimentée de Fribourg qui représentait Jeanne du côté d'Emma, lui expliqua la situation juridique. Si Emma meurt, la tentative d'homicide involontaire devient meurtre ou homicide. Lucas risque alors jusqu'à 15 ans de prison. Si elle survit, mais reste définitivement handicapée, nous parlons de lésions corporelles graves avec mort d'enfant. De toute façon, cet homme va disparaître derrière les barreaux pour longtemps. Jeanne voulait la justice, mais plus encore elle voulait sa fille en retour. Elle restait jour et nuit au chevet d'Emma, lui parlait, racontait des histoires de son enfance, jouait sa musique préférée. Gabriel lui apportait de la nourriture, la forçait à dormir, la tenait quand elle s'effondrait. Le 9 janvier, tard dans la soirée, Emma bougea ses doigts pour la première fois. L'infirmière appela immédiatement le médecin. Dr Wagner examina Emma, vérifia ses réflexes. « C'est bon signe, dit-il prudemment. Elle se bat. » Le lendemain,
Emma ouvrit brièvement les yeux avant de dériver à nouveau. Jeanne pleura de soulagement. Mais quand Emma se réveilla vraiment, le 12 janvier, elle n'était plus l'Emma qu'ils avaient connue. Elle ne reconnaissait pas sa mère, ne pouvait pas parler, fixait seulement le plafond avec confusion. Les lésions cérébrales étaient considérables. Il faudrait des mois, peut-être des années, avant qu'elle puisse à nouveau communiquer, marcher, mener une vie normale. Si jamais. Jeanne s'effondra intérieurement, mais ne le montra pas. Elle serait là pour sa fille, peu importe le temps que cela prendrait. Elle se battrait pour la justice, pour la guérison, pour un avenir que Lucas Moreau avait volé à sa fille, et elle s'assurerait que cet homme ne puisse plus jamais faire de mal à personne. La police fouilla l'appartement de la Belgradstrasse. Ce qu'ils trouvèrent était bouleversant. Dans une armoire verrouillée, ils découvrirent un carnet dans lequel Lucas avait méticuleusement documenté le comportement d'Emma. Quand elle se levait, ce qu'elle mangeait, avec qui elle parlait, chaque écart par rapport à ses règles. Des entrées comme « Emma a appelé sa mère aujourd'hui sans permission. Conséquence, pas de dîner. » ou « Emma a refusé de rendre visite à ma famille. Conséquence, téléphone confisqué pendant 3 jours. » Ils trouvèrent aussi des caméras de surveillance cachées dans les détecteurs de fumée et les cadres photos qui couvraient chaque coin de l'appartement. Lucas avait observé sa femme 24 heures sur 24, même quand il n'était pas à la maison. Les enregistrements des derniers mois montraient une Emma de plus en plus apathique, qui bougeait à peine, qui pleurait souvent, qui maigrissait de plus en plus. Le commissaire Richter appela Jeanne, lui demanda de venir au commissariat. Elle était assise dans une salle d'interrogatoire, non pas en tant que suspecte, mais en tant que témoin, et regarda des extraits de ses vidéos. Elle vit comment Lucas criait sur Emma, la poussait contre le mur, la tirait par les cheveux. Elle vit comment il lui prenait son téléphone, lisait ses emails, contrôlait ses vêtements. Elle vit comment Emma devenait de plus en plus petite, de plus en plus silencieuse, de plus en plus une ombre d'elle-même. Jeanne ne put pas continuer à regarder. Elle quitta la pièce, vomit aux toilettes, pleura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Gabriel la trouva là, la prit dans ses bras. « Nous allons la sortir de là, murmura-t-il. Elle est forte, elle va s'en sortir. » Mais les médecins n'étaient pas optimistes. Emma avait subi une grave hémorragie cérébrale. Si elle se réveillerait un jour, c'était incertain. Et si elle se réveillait, quel dommage aurait-elle subi? Dr Peter Wagner, le neurochirurgien en chef, expliqua la situation à Jeanne et Gabriel. « Votre fille est entre la vie et la mort. Les prochaines 72 heures sont décisives. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais vous devez vous préparer au pire. » Lucas fut arrêté le 6 janvier. Le parquet de Munich porta plainte pour tentative d'homicide involontaire, lésions corporelles graves et séquestration. Les preuves étaient accablantes, les constats médicaux, les enregistrements vidéo, le carnet, les témoignages de voisins qui avaient souvent entendu des cris mais n'étaient jamais intervenus. L'avocate de Jeanne, Karine Bauer, une avocate pénaliste expérimentée de Fribourg qui représentait Jeanne du côté d'Emma, lui expliqua la situation juridique. Si Emma meurt, la tentative d'homicide involontaire devient meurtre ou homicide. Lucas risque alors jusqu'à 15 ans de prison. Si elle survit mais reste définitivement handicapée, nous parlons de lésions corporelles graves avec mort d'enfant. De toute façon, cet homme va disparaître derrière les barreaux pour longtemps. Jeanne voulait la justice, mais plus encore elle voulait sa fille en retour. Elle restait jour et nuit au chevet d'Emma, lui parlait, racontait des histoires de son enfance, jouait sa musique préférée. Gabriel lui apportait de la nourriture, la forçait à dormir, la tenait quand elle s'effondrait. Le 9 janvier, tard dans la soirée, Emma bougea ses doigts pour la première fois. L'infirmière appela immédiatement le médecin. Dr Wagner examina Emma, vérifia ses réflexes. « C'est bon signe, dit-il prudemment. Elle se bat. » Le lendemain, Emma ouvrit brièvement les yeux avant de dériver à nouveau. Jeanne pleura de soulagement. Mais quand Emma se réveilla vraiment, le 12 janvier, elle n'était plus l'Emma qu'ils avaient connue.
Elle ne reconnaissait pas sa mère, ne pouvait pas parler, fixait seulement le plafond avec confusion. Les lésions cérébrales étaient considérables. Il faudrait des mois, peut-être des années, avant qu'elle puisse à nouveau communiquer, marcher, mener une vie normale. Si jamais, Jeanne s'effondra intérieurement, mais ne le montra pas. Elle serait là pour sa fille, peu importe le temps que cela prendrait. Elle se battrait pour la justice, pour la guérison, pour un avenir que Lucas Moreau avait volé à sa fille. Et elle s'assurerait que cet homme ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Capitule 3. Les enquêtes contre Lucas Moreau s'élargirent. Plus l'équipe du commissaire Richter creusait dans la vie du consultant en entreprise. Ce qui avait d'abord ressemblé à un cas tragique isolé de violence domestique se révéla être un système soigneusement planifié de contrôle et de manipulation qui allait bien au-delà de ce que même des enquêteurs expérimentés avaient cru possible. En détention provisoire à la prison de Munich, Lucas ne montrait aucun repentir. Lors des interrogatoires, il était assis, les bras croisés, son expression faciale, un mélange d'arrogance et d'indifférence. La procureure docteur Claudia Hoffmann, une juriste expérimentée d'une quarantaine d'années, avec la réputation d'être particulièrement dure dans les cas de crimes violents, menait personnellement les interrogatoires. « Monsieur Moreau, expliquez-nous pourquoi vous avez systématiquement surveillé votre femme », commença-t-elle lors d'un interrogatoire mi-janvier. Lucas haussa les épaules. Emma était émotionnellement instable pendant la grossesse. Je devais m'assurer qu'elle ne mettait pas en danger elle-même et le bébé. C'est de la sollicitude, pas du contrôle. Hoffmann lui poussa des impressions, des enregistrements de caméra sur la table. De la sollicitude. Vous avez documenté chacun de ses mouvements. Vous avez contrôlé ses repas, lui avez interdit d'appeler sa famille, l'avez enfermée quand elle n'obéissait pas. Lucas se pencha en arrière. Vous ne comprenez pas le contexte. Emma était malade, avait des hallucinations. Sa mère l'a montée contre moi. Je devais la protéger des mauvaises influences. La procureure feuilleta ses dossiers. Mauvaises influences. Vous parlez de ses parents qui l'ont élevé avec amour. Vous parlez de ses amis que vous avez systématiquement éliminés de sa vie. Lucas se tut. Sa mâchoire travaillait. Hoffmann se pencha en avant. Monsieur Moreau, nous avons des témoins, beaucoup de témoins, et ils racontent une toute autre histoire que vous. Le premier témoin était Sophia Weber, une ancienne collègue de travail d'Emma. Elle était assise nerveusement dans la salle d'interrogatoire de la police, les mains serrées autour d'une tasse de café. « Emma et moi étions amis proches », raconta-t-elle au commissaire Richter. « Nous travaillions dans le même département, allions souvent dîner ensemble après le travail. Mais après le mariage, tout a changé. » Richter prenait des notes. « De quelle manière ?» Sophia déglutit. Lucas voulait toujours savoir où Emma était. Il appelait constamment, envoyait des messages. Quand nous nous rencontrions, elle devait lui dire à l'avance et il fixait l'heure à laquelle elle devait rentrer. Une fois, nous étions au cinéma et il est soudainement apparu, a dit qu'Emma ne se sentait pas bien et devait rentrer. Mais elle avait l'air en parfaite santé, juste effrayée. « Avez-vous parlé à Emma de cela ?» Richter demanda délicatement. Sophia hocha la tête, les larmes aux yeux. « Bien sûr, j'ai dit que son comportement n'était pas normal, mais elle le défendait toujours. Il pense bien, il s'inquiète, il m'aime tellement. » C'étaient toujours des excuses. Et puis, à l'automne dernier, elle a complètement rompu le contact. Plus d'appels, plus d'emails. Quand j'ai voulu lui parler au travail, elle était en arrêt maladie. Je ne lui ai plus jamais parlé. Il y avait d'autres témoins. La voisine de l'appartement en dessous des Moreau, Madame Ingrid Hartmann, une retraitée au début de la soixantaine, se souvenait de nombreuses nuits où elle entendait des cris et des coups sourds. « J'ai pensé plusieurs fois à appeler la police, » avoua-t-elle. « Mais je pensais peut-être qu'ils se disputent seulement. On ne veut pas s'immiscer. Une fois, en novembre, j'ai rencontré Madame Moreau dans la cage d'escalier. Elle portait une écharpe autour du cou,
bien qu'il fasse chaud à l'intérieur. Quand elle s'est penchée pour ramasser son sac, j'ai vu des bleus sur son cou. J'ai demandé si tout allait bien, mais elle a juste marmonné quelque chose et a disparu rapidement dans son appartement. Les enquêteurs trouvèrent aussi le médecin traitant d'Emma, Dr Thomas Brenner, qui exerçait à Schwabing. Il se souvenait de plusieurs visites l'année dernière. Madame Moreau venait avec diverses plaintes, raconta-t-il. Maux de dos, contusion, une fois avec un poignet foulé. Les explications étaient toujours similaires. Elle avait trébuché, heurté une porte, tombé dans les escaliers. J'ai eu des soupçons, surtout quand elle est tombée enceinte et que les blessures sont devenues plus fréquentes. Je lui ai demandé si tout allait bien à la maison, mais elle m'a assuré que son mari était merveilleux et qu'elle était juste maladroite. Richter interrompit. « L'avez-vous documenté ?» Dr Brenner hocha la tête. « Bien sûr. J'ai noté dans son dossier que j'avais des soupçons de violence domestique. Je lui ai aussi proposé de l'aide, des contacts avec des refuges pour femmes et des centres de conseil. Elle a tout refusé, a dit que ce n'était pas nécessaire. Lors de mon dernier contact avec elle, en octobre, elle semblait complètement apathique, presque comme sous médicaments. J'ai demandé si elle prenait quelque chose, mais elle a dit « seulement les vitamines pour la grossesse ». Cette déclaration mena à une autre découverte effrayante. Lors de la perquisition de l'appartement, les enquêteurs trouvèrent dans la table de nuit de Lucas plusieurs boîtes de benzodiazépines, des tranquillisants sur ordonnance qui étaient prescrits à son nom. Mais la quantité de comprimés manquants suggérait que bien plus avait été consommé que Lucas seul n'aurait pu en prendre. Dr Zimmermann, la médecin urgentiste, fut priée d'analyser à nouveau les échantillons de sang d'Emma de la nuit d'admission. Le résultat confirma les soupçons. Emma avait eu des niveaux élevés de benzodiazépine dans le sang, dangereusement élevés pour une femme enceinte. Son mari l'a sédatée, expliqua Zimmermann à la procureure, pendant des mois. Cela explique son apathie, son manque de résistance, son retrait. Elle était littéralement droguée pour qu'elle reste docile. Lucas fut confronté à ces découvertes. Sa réaction était effrayamment froide. Emma avait des troubles anxieux. Le médecin lui avait conseillé de prendre quelque chose pour se calmer. Je n'ai fait qu'aider. Mais il ne put présenter aucune ordonnance pour Emma, aucune prescription médicale. La procureure Hoffman ajouta un autre point à l'acte d'accusation. Lésion corporelle dangereuse par administration de médicaments. Pendant que la machinerie juridique tournait, Emma se battait à l'hôpital pour sa vie et son identité. Les lésions cérébrales avaient eu des impacts massifs. Elle ne pouvait pas parler, pas marcher, reconnaissait à peine quelqu'un. Jeanne passait chaque jour avec sa fille, essayait désespérément d'établir une connexion. L'orthophoniste, Madame Petra Klein, travaillait quotidiennement avec Emma. « C'est un long chemin », expliqua-t-elle à Jeanne. « Votre fille doit réapprendre comment former des mots, comment exprimer des pensées. Mais elle est jeune, le cerveau est encore plastique. Il y a de l'espoir. » Jeanne s'accrocha à ce mot, « espoir ». En février, il y eut une percée. Emma prononça son premier mot depuis l'incident. « Maman ». Il vint comme un murmure, à peine audible, mais Jeanne pleura de joie. Elle pressa la main de sa fille. « Je suis là, mon trésor. Je suis là. » Les yeux d'Emma se focalisèrent pour la première fois vraiment sur sa mère, et des larmes coulèrent sur ses joues. Dans les semaines qui suivirent, plus revint lentement. Emma commença à se souvenir, en fragments d'abord. Elle se souvenait de son enfance, de Fribourg, de ses parents. Mais les dernières années étaient un brouillard de douleur et de peur. Quand Jeanne essayait de parler de Lucas, Emma paniquait, criait, tremblait de tout son corps. La thérapeute, docteur Sabine Fischer, conseilla d'éviter le sujet pour le moment. Son cerveau la protège du traumatisme. Nous devons lui donner du temps. Le parquet préparait le procès qui était prévu pour mai. Dr Hoffman était déterminé à obtenir la peine maximale pour Lucas Moreau. « Cet homme est un danger pour la société », dit-elle à Jeanne lors d'une réunion. « Il ne montre aucun repentir, aucune prise de conscience. Il croit vraiment qu'il avait raison. De tels agresseurs sont les plus dangereux, parce qu'ils frapperont à nouveau s'ils en ont l'occasion. »
Gabriel, qui faisait l'aller-retour entre Fribourg et Munich pour maintenir le magasin en activité et être auprès d'Emma, fit ses propres recherches. Il voulait comprendre qui était vraiment Lucas Moreau, d'où venait cette froideur, ce contrôle. Il contacta la famille de Lucas à Lyon, en France. La réaction fut révélatrice. Le frère de Lucas, Julien Moreau, était prêt à parler bien que réticent. Ils se rencontrèrent dans un café à Strasbourg, à mi-chemin. Julien était plus jeune, plus ouvert, son visage marqué par le chagrin. « Je ne suis pas surpris », dit-il doucement. Lucas a toujours été comme ça, contrôlant, manipulateur. Quand nous étions enfants, nous devions jouer selon ses règles, sinon il explosait. Nos parents voyaient cela comme une force, comme une qualité de leadership. Ils l'encourageaient. Gabriel écouta, son cœur lourd. Y avait-il de la violence? Julien hocha la tête. Contre moi, oui. Jamais devant les parents, toujours en secret, des bleus que je devais expliquer. Quand j'avais 16 ans, j'ai déménagé, j'ai rompu le contact. Lucas a eu une petite amie, avant Emma. J'ai entendu dire qu'elle a fini à l'hôpital, mais elle n'a jamais porté plainte. Après, elle a disparu, a quitté la ville. Je voulais dire quelque chose, mais je n'avais pas de preuves, seulement des rumeurs. Gabriel donna ces informations au commissaire Richter. La police française fut contactée, mais l'ancienne petite amie ne put être retrouvée. Soit elle ne voulait pas être trouvée, soit Lucas avait fait en sorte qu'elle se taise. Fin mars, Emma pouvait formuler de courtes phrases, pouvait faire quelques pas avec de l'aide. Les médecins étaient prudemment optimistes. Elle récupère mieux que prévu, dit Dr Wagner. Mais les cicatrices psychologiques prendront longtemps à guérir, si jamais. Jeanne savait que sa fille ne serait plus jamais la même, mais elle vivait et c'était plus qu'elle n'avait osé espérer après cette terrible nuit de janvier. Le procès approchait, et avec lui la question. Emma serait-elle capable de témoigner, de faire face à son bourreau et de dire la vérité? Jeanne priait pour que sa fille trouve la force, car c'était seulement ainsi que Lucas Moreau pourrait obtenir ce qu'il méritait, la justice. Le mois d'avril apporta un printemps tardif à Munich. Par les fenêtres de l'hôpital, on pouvait voir les premiers bourgeons sur les arbres, les cerisiers du jardin anglais commençaient à fleurir. Mais pour Emma Moreau, la saison n'avait aucune signification. Son monde consistait en salles de thérapie, couloirs d'hôpital et souvenirs douloureux qui remontaient lentement à la surface. Jeanne avait loué un petit appartement près de l'hôpital, un studio meublé à Bogenhausen. Gabriel continuait à faire l'aller-retour entre Fribourg et Munich, essayait de maintenir le magasin d'antiquités en activité, mais tous deux savaient que leur vie avait changé à jamais. Le magasin, leur routine, leur vie tranquille à Fribourg, tout cela appartenait à une autre existence, à une époque avant cet appel terrible de janvier. Emma faisait des progrès lentement, atrocement lentement. La kinésithérapeute, Madame Andrea Schaeffer, une femme patiente de la fin de la trentaine, travaillait 3 heures par jour avec elle. Le côté droit d'Emma était encore faible, la coordination perturbée. Elle devait réapprendre à marcher, à monter les escaliers, à effectuer des mouvements quotidiens. Chaque petit progrès, 3 pas sans aide, tenir une tasse sans trembler, était célébré comme une victoire. Mais les défis physiques n'étaient rien comparés aux blessures psychiques. Docteur, Sabine Fischer, la thérapeute traumatologue, menait des séances quotidiennes avec Emma. Au début, elle parlait de sujets neutres, de l'enfance d'Emma, de ses hobbies, de tout sauf de Lucas. Mais en avril, le sujet devait être abordé. Le procès était fixé au 15 mai et la procureure Hoffmann avait besoin du témoignage d'Emma. À la première mention du nom de Lucas, Emma avait fait une crise de panique. Sa respiration s'était accélérée, elle hyperventilait, s'accrochait à Jeanne et criait « Non, non, il va me trouver, il va me tuer, s'il vous plaît, ne me laissez pas seul ». Dr Fischer avait dû interrompre la séance, calmer Emma avec des mots doux et une légère sédation. « C'est un syndrome de stress post-traumatique », expliqua Fischer à Jeanne plus tard.
Emma a vécu des mois de violence systématiques, physiques et psychologiques. Son cerveau a appris que Lucas est une menace mortelle. Cette peur est réelle et justifiée, et nous devons procéder très prudemment. Jeanne posa la question qui la tourmentait depuis des semaines. Pourra-t-elle un jour vivre normalement à nouveau? Fischer soupira. Normal est un mot difficile. Emma devra vivre avec ce traumatisme pour le reste de sa vie. Mais avec de la thérapie, du soutien et du temps, elle peut apprendre à y faire face. Elle peut à nouveau fonctionner, travailler, peut-être même avoir des relations. Mais les cicatrices resteront. La procureure Hoffmann rendit visite à Emma début mai, accompagnée d'une chargée de protection des victimes, Madame Katharina Mertens. Elles avaient besoin du témoignage d'Emma, mais ne voulaient pas la surcharger. Madame Moreau, commença prudemment Hoffmann, je comprends que cela est incroyablement difficile pour vous, mais votre témoignage pourrait être décisif pour tenir votre mari responsable de ce qu'il a fait. Emma était assise dans un fauteuil roulant, une couverture sur les jambes, le visage pâle. Elle paraissait nettement plus jeune que ses 26 ans, fragile, presque enfantine. « J'ai peur, murmura-t-elle. Et s'il est libéré? Et s'il me trouve ?» Hoffmann s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. « Cela n'arrivera pas. Les preuves contre lui sont accablantes. Mais votre témoignage, votre voix, aiderait d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent parler. » Emma ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Jeanne tenait sa main. « Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne peux pas, mon trésor. Personne ne t'y force. » Mais Emma secoua la tête. « Si, je dois. Il ne doit pas gagner. Il m'a déjà pris tellement. Il ne doit pas aussi prendre ma voix. » Dans les jours qui suivirent, Hoffmann travailla avec Emma, la prépara au procès. Elles passèrent en revue ce qui se passerait. Qui serait dans la salle d'audience? Quelles questions seraient posées? Emma tremblait à chaque détail, mais elle n'abandonnait pas. Dr Fischer accompagnait les séances pour s'assurer qu'Emma ne soit pas surchargée. L'avocat de Lucas était Dr Martin Keller, un célèbre avocat pénaliste de Munich avec la réputation de prendre même les cas les plus désespérés. Il avait annoncé qu'il plaiderait la responsabilité diminuée, un acte impulsif, voire la légitime défense. Mon client était pris au piège dans une relation toxique, avait-il déclaré lors d'un entretien préalable avec la presse. Il a agi par désespoir, pas par malveillance. Cette déclaration avait mis Jeanne en rage. Relation toxique? Votre client a failli tuer ma fille. Il l'a surveillée, maltraitée, droguée, et cet avocat ose parler de désespoir. Gabriel dut la calmer. C'est son travail, Jeanne. Il défend son client. Mais la vérité triomphera. Le 12 mai, 3 jours avant le début du procès, Emma fut officiellement libérée de l'hôpital. Elle pouvait marcher avec une aide à la marche, parlait en phrases complètes, même si certains mots lui posaient encore des difficultés. Elle emménagea chez ses parents dans l'appartement loué. Jeanne avait rendu la chambre d'amis aussi confortable que possible, avec des photos de l'enfance d'Emma, avec des objets familiers de son ancienne chambre à Fribourg. La première nuit, Emma pleura pendant des heures. « J'ai perdu mon bébé, maman, mon petit garçon. Je ne l'ai jamais connu, jamais tenu. Et c'est ma faute. » Jeanne serra sa fille fort dans ses bras. « Non, chérie, rien de tout cela n'est ta faute. Lucas a fait ça. Seulement Lucas. » Mais Emma ne se laissa pas consoler. « J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû demander de l'aide. J'étais faible. » Dr Fischer avait averti que de tels sentiments de culpabilité étaient normaux chez les victimes. Elles se blâment elles-mêmes parce que cela donne un sentiment de contrôle. Si c'est ma faute, j'aurais pu l'empêcher. Mais la vérité est, l'agresseur est coupable. Toujours seulement l'agresseur. Le soir avant le procès, Jeanne, Gabriel et Emma étaient assis ensemble. Emma était nerveuse, ne pouvait ni manger ni rester assise tranquille. « Et si je m'effondre? Et si je le vois et que je ne peux pas sortir un mot ?» Gabriel prit sa main. « Alors ce sera aussi acceptable. Tu as déjà tant enduré. Personne ne s'attend à ce que tu sois parfaite. » Mais Emma secoua la tête. «
Je dois être forte pour toutes les femmes qui vivent encore avec des hommes comme Lucas. Pour mon bébé qui n'a jamais eu de chance. Je dois le faire. » Le matin du 15 mai, une voiture de police arriva devant la maison. Emma serait amenée au tribunal par l'entrée arrière pour éviter les journalistes et les curieux. L'affaire avait attiré l'attention nationale. Les médias appelaient Lucas le mari tortionnaire de Munich, Emma la victime qui a survécu. Le tribunal régional de Munich-Pym était un bâtiment imposant de la Nymphenburger Straße. La salle 11 était prévue pour le procès, assez grande pour les jurés, les avocats, la presse et le public. Quand Emma entra, appuyée sur le bras de Jeanne, le murmure cessa. Elle avait l'air si vulnérable dans sa simple robe bleue, les cheveux coupés plus courts depuis l'hôpital, le visage encore marqué de cicatrices. Et puis elle le vit. Lucas était assis à côté de son avocat, en costume sombre, les cheveux soigneusement peignés, le visage inexpressif. Il avait l'air bien, soigné, comme l'homme d'affaires prospère qu'il avait été autrefois. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, un petit sourire froid qui disait « J'ai encore du pouvoir sur toi ». Emma se figea, ses jambes cédèrent, et seule la prise ferme de Jeanne empêcha qu'elle tombe. Le commissaire Richter, qui était présent comme témoin, se leva d'un bond et aida à conduire Emma vers une chaise, loin du champ de vision de Lucas. « Tout va bien », murmura-t-il. « Il ne peut plus vous faire de mal. » Mais Emma savait mieux. Lucas pouvait encore lui faire beaucoup de mal, même à distance, avec son regard, avec ses mensonges, avec la possibilité qu'il soit un jour libéré. Le juge-président, Dr Wolfgang Berger, un juriste expérimenté de la fin de la cinquantaine, ouvrit le procès. L'accusation contre Lucas Moreau porte sur tentative d'homicide involontaire, lésions corporelles graves et dangereuses, séquestration et maltraitance de personnes sous protection. Comment l'accusé plaide-t-il? Dr Keller se leva. Mon client plaide non coupable. Il a agi en légitime défense, dans un moment de charge émotionnelle extrême, provoqué par le comportement irrationnel de sa femme. Dans le public, Jeanne hoqueta. Gabriel posa une main sur son épaule, la retint. La procureure Hoffmann resta calme. Nous prouverons que l'accusé a mené pendant des mois une campagne systématique de violence, de contrôle et de maltraitance qui a culminé dans une tentative de fuite désespérée de sa victime, à laquelle il a répondu avec une brutalité extrême. Le procès avait commencé, et Emma savait que l'épreuve la plus difficile de sa vie était encore à venir. Capitulo 5. Les 3 premiers jours du procès furent un défilé d'horreur. La procureure Hoffmann construisit son dossier méthodiquement, témoin après témoin, preuve après preuve, jusqu'à ce que l'image d'un monstre émerge, tapie derrière le masque de l'homme d'affaires charmant. Dr Sarah Zimmermann, la médecin urgentiste, fut le premier témoin. Elle se présenta avec confiance, sa voix ferme, tandis qu'elle décrivait les blessures qu'elle avait trouvées cette nuit de janvier. Madame Moreau avait de multiples fractures du crâne, 3 côtes cassées, une épaule brisée, des hématomes étendus sur tout le corps, expliqua-t-elle. Mais le plus frappant étaient les marques d'étranglement au cou, fraîches, profondes, et les blessures défensives aux avant-bras. Cette femme s'était battue pour sa vie. Dr Keller, l'avocat de la défense, essaya lors du contre-interrogatoire de semer le doute. Ces blessures ne pourrait-elle pas résulter d'une chute dans les escaliers? Dr Zimmermann secoua résolument la tête. Non, les marques d'étranglement sont claires. Quelqu'un a essayé d'étrangler cette femme avant qu'elle ne tombe ou ne soit poussée. Et les schémas des fractures de côte indiquent un traumatisme contondant répété, pas un impact unique. Lucas resta immobile, son visage un masque d'indifférence. Seules ses mains qu'il serrait en poing sous la table trahissaient sa tension intérieure. Le commissaire Richter présenta la chaîne de preuves. Il présenta le carnet dans lequel Lucas avait méticuleusement documenté le comportement d'Emma. Les jurés écoutèrent avec une horreur croissante, tandis que Richter lisait page après page. 12 août. Emma a appelé aujourd'hui son ancienne collègue Sophia sans ma permission. Punition. Pas d'internet pendant une semaine. 27 septembre.
Emma a refusé de prendre les vitamines que je lui ai données, a dû tirer des conséquences. Que signifie tirer des conséquences? Demanda la procureure Hoffmann. Richter tourna les pages. Dans les entrées ultérieures, cela devient plus explicite. Ici, du 5 octobre, Emma était hystérique aujourd'hui, a crié qu'elle voulait rentrer chez sa mère. J'ai dû la calmer. Je lui ai donné 2 comprimés. Elle a dormi 12 heures. La spécialiste informatique judiciaire, Madame Julia Neumann, présenta les enregistrements de surveillance. Sur un grand écran, dans la salle d'audience, des extraits furent diffusés qui choquèrent le public. On voyait Emma essayer de téléphoner et Lucas qui lui arrachait le téléphone des mains. On voyait Lucas pousser Emma contre un mur, son visage près du sien, tandis qu'il lui parlait. On voyait Emma recroquevillée dans un coin et pleurant, tandis que Lucas se tenait au-dessus d'elle. Dans le public, Jeanne pleurait doucement. Gabriel tenait sa main si fort que ses jointures blanchissaient. « Personne n'aurait pensé que c'était si grave, » murmura-t-il. Emma a dû se sentir si seule. Le 3e jour du procès, Dr Maria Hoffmann, la gynécologue, monta à la barre. Elle décrivit l'autopsie de l'enfant mort-né. Le bébé était masculin, 26 semaines, sous-développé mais en bonne santé jusqu'au traumatisme, expliqua-t-elle avec une distance professionnelle qui cachait à peine ses émotions. La mort est survenue par manque d'oxygène, causé par le décollement placentaire, suite au traumatisme abdominal sévère de la mère. En d'autres termes, la violence contre Madame Moreau a tué son enfant à naître. Dr Keller tenta d'intervenir. « Objection, votre honneur. Mon client est accusé d'avoir blessé sa femme, pas l'enfant à naître. » Le juge Berger le regarda sévèrement. L'objection est rejetée. La mort du fœtus est une conséquence directe des actions de l'accusé et donc pertinente pour cette affaire. Le 4e jour, l'analyse toxicologique fut présentée. Dr Klaus Hartmann, un médecin légiste de l'Institut de médecine légale de l'université Ludwig Maximilian, expliqua les résultats. Madame Moreau avait au moment de son admission des valeurs extrêmement élevées de diazépam dans le sang, une benzodiazépine. La concentration était si élevée qu'elle a dû massivement altérer sa capacité de jugement. Chez une femme enceinte, c'est particulièrement dangereux, tant pour elle que pour l'enfant à naître. La procureure Hoffmann brandit une boîte de médicaments, scellés dans des sacs de preuves. Ceux-ci ont été trouvés dans l'appartement de l'accusé, prescrits à son nom. Pouvez-vous expliquer pourquoi sa femme avait ces médicaments dans le sang? Dr Hartmann hocha la tête. Quelqu'un a dû les lui administrer, soit avec son consentement, soit sans. Compte tenu de la quantité et de la durée, je suppose le dernier cas. Dr Keller bondit. C'est de la spéculation, votre honneur. Dr Hartmann se corrigea. Vous avez raison. Je ne peux pas dire avec certitude comment les médicaments ont été administrés, mais les faits sont, ils étaient dans son système, en quantité dangereuse, pendant des mois. Sophia Weber, l'ancienne collègue d'Emma, monta à la barre. Elle était nerveuse, sa voix tremblait, mais elle raconta son histoire. « Emma était ma meilleure amie », commença-t-elle. « Nous faisions tout ensemble, mais après le mariage, elle est devenue comme une autre personne. Silencieuse, anxieuse, regardant toujours son téléphone, comme si elle était surveillée. Et elle l'était, comme nous le savons maintenant. » Hoffmann demanda « A-t-elle jamais parlé de problèmes dans son mariage ?» Sophia secoua la tête. « Jamais directement. Mais une fois, nous prenions un café en décembre et elle a dit « Sophia, si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu diras à ma mère que je l'aime. » J'ai ri, pensé qu'elle plaisantait. Mais elle n'a pas ri. Elle avait l'air si sérieuse, si effrayée. J'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû aider. Sophia éclata en sanglots. La voisine, Madame Hartmann, confirma les bruits nocturnes, les cris, les coups. « J'ai honte de n'avoir rien fait », avoua-t-elle. « Mais on pense toujours que ça ne nous regarde pas, on ne veut pas de problème. Maintenant, je sais que le silence est de la complicité. » Le 5e jour, c'était le tour d'Emma. La tension dans la salle d'audience était palpable. Jeanne accompagna sa fille à la barre, dut ensuite la quitter.
Emma était assise là, petite et fragile. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prêta serment. La procureure Hoffman commença doucement. « Madame Moreau, je sais que c'est incroyablement difficile pour vous. Prenez votre temps. Parlez-nous de votre relation avec Lucas Moreau. » Emma déglutit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans, lors d'un événement d'entreprise. Il était charmant, attentionné, disait toutes les bonnes choses. Je pensais avoir trouvé l'homme parfait. Quand cela a-t-il changé ?» Emma fixa ses mains. « Après le mariage, ça a commencé par de petites choses. Il voulait savoir où j'étais, avec qui je parlais. Il disait que c'était parce qu'il s'inquiétait, parce qu'il m'aimait. Je le croyais. Puis il a commencé à critiquer mes vêtements, mes amis, ma famille. Il disait qu'ils étaient une mauvaise influence. J'ai commencé à les voir moins, parce que chaque fois une dispute suivait. » Hoffman hocha la tête avec encouragement. « Et la violence physique, quand a-t-elle commencé ?» La voix d'Emma se brisa. « 3 mois après le mariage, je voulais aller chez ma mère à Fribourg pour un week-end. Il a dit non, nous avions des projets. J'ai dit que j'y allais quand même. C'est là qu'il m'a frappé pour la première fois. Une gifle, pas fort, mais le choc était plus grand que la douleur. Il a pleuré après, s'est excusé 100 fois, a dit qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Je lui ai pardonné, mais ça n'a pas cessé. » Emma secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Non, c'est devenu pire. Des coups de pied, il m'étranglait parfois jusqu'à ce que je perde presque conscience. Et tout le temps, il disait que c'était ma faute, que je l'avais provoqué, que je devais apprendre à obéir. La salle d'audience était totalement silencieuse. Même Dr Keller n'osait pas interrompre. Hoffman continua. « Et la surveillance ?» Emma hocha la tête. « Je connaissais les caméras. Il me les a montrées. A dit que c'était pour ma sécurité. Mais je savais que c'était du contrôle. Je ne pouvais rien faire sans qu'il le voie. Je me sentais comme une prisonnière dans ma propre maison. Que s'est-il passé la nuit du 2 janvier ?» Hoffman posa la question décisive. Emma respira profondément. Sa voix tremblait. J'avais appelé ma mère, en secret, avec le téléphone d'une voisine. Je voulais demander de l'aide, voulais fuir. Mais Lucas l'a découvert. Il avait d'une manière ou d'une autre accès à mon historique d'appel. Il a explosé, a crié que je l'avais trahi. Il m'a attrapé par le cou, a serré. Je pensais que j'allais mourir. J'ai lutté, griffé, donné des coups de pied. D'une manière ou d'une autre, je me suis libéré. J'ai couru vers la porte. Il m'a rattrapé dans la cage d'escalier. J'ai senti ses mains sur mon dos, puis je suis tombé. La dernière chose dont je me souviens, c'est la douleur. Partout la douleur, et puis plus rien. Emma s'effondra, sanglotant de manière incontrôlable. Le juge Berger ordonna une courte pause. Jeanne courut vers sa fille, la serra fort. « Tu as été si courageuse, murmura-t-elle, si incroyablement courageuse. » Mais l'épreuve n'était pas encore terminée. Dr Keller avait son contre-interrogatoire. Lorsque le procès reprit, il se leva, son visage dur. « Madame Moreau, vous prétendez que mon client vous a systématiquement maltraité. Pourquoi n'êtes-vous jamais allé à la police? Pourquoi n'avez-vous jamais demandé d'aide ?» Emma le regarda, ses yeux rouges de larmes. « Parce que j'avais peur. Il menaçait de me tuer si je disais quoi que ce soit à quelqu'un. Il disait que personne ne me croirait, qu'il était respecté, prospère, et que je n'étais qu'une femme hystérique. Et je le croyais. Mais vous avez parlé avec votre mère, votre amie. Vous auriez pu obtenir de l'aide. » Emma secoua la tête. Il m'avait isolé. Je n'avais pas accès à mon téléphone, pas d'argent propre, aucun moyen de fuir, et les médicaments qu'il me donnait me rendaient si fatiguée, si confuse. Je pouvais à peine penser clairement. Dr Keller essaya encore. « N'est-il pas possible que vous ayez mal interprété les choses, que mon client voulait seulement votre bien, et vous, dans votre instabilité émotionnelle ?» Hoffman bondit. « Objection! C'est du victim blaming !» Le juge Berger acquiesça. Objection acceptée. Dr Keller, venez-en au fait. Mais le mal était fait. Emma tremblait de tout son corps, pouvait à peine encore parler.
Le juge Berger mit fin au contre-interrogatoire prématurément. La victime n'est manifestement pas en état de continuer. Nous ajournons jusqu'à demain. Emma fut conduite hors de la salle d'audience, soutenue par sa mère et un ambulancier. Dehors, elle s'effondra, dut être amenée à l'hôpital. Mais elle avait dit sa vérité. Maintenant, c'était au juré de décider si justice serait faite. Le 6e jour du procès, Lucas Moreau monta pour la première fois à la barre des témoins. C'était un risque stratégique de son avocat, mais Dr Keller croyait que son client pourrait convaincre les jurés s'il l'entendait personnellement. Ce fut une erreur fatale. Lucas portait un costume gris foncé impeccable, la cravate parfaitement nouée, les cheveux soigneusement peignés. Il ressemblait au consultant en entreprise prospère qu'il avait été autrefois. Mais lorsqu'il commença à parler, la froideur qu'Emma avait endurée pendant des années se révéla. Docteur, Keller le guida à travers sa version des événements. Monsieur Moreau, décrivez-nous votre mariage avec Emma. Lucas se pencha en arrière, sa voix calme et contrôlée. Emma était émotionnellement instable dès le début. Elle avait des sautes d'humeur, des traits paranoïaques. Je l'aimais malgré tout, j'essayais de l'aider. Quand elle est tombée enceinte, tout a empiré. Elle avait des délires, croyait que je la surveillais, la contrôlais, alors que je voulais seulement protéger notre enfant. Et les caméras de surveillance? Lucas haussa les épaules. Emma avait des crises pendant lesquelles elle se blessait elle-même. Je devais m'assurer qu'elle était en sécurité quand j'étais au travail. C'était de la sollicitude, pas du contrôle. Les médicaments? Il soupira théâtralement. Emma souffrait de graves troubles anxieux. Son médecin avait recommandé... La procureure Hoffman interrompit. « Quel médecin ?»« Donnez un nom. » Lucas hésita. C'était privé, un thérapeute. « Je ne me souviens pas du nom. » Hoffman sourit froidement. Comme c'est pratique. Dr Keller essaya de continuer. « Racontez-nous la nuit du 2 janvier. » Lucas prit une gorgée d'eau, sa main parfaitement stable. Emma était hystérique. Elle criait qu'elle voulait partir, retourner chez sa mère. J'ai essayé de la calmer, j'ai dit que nous en parlerions demain. Mais elle a couru vers la porte. Je l'ai suivie, voulait seulement empêcher qu'elle sorte dans le noir, enceinte et confuse. Dans la cage d'escalier, elle s'est retournée, m'a repoussé. J'ai essayé de la retenir, mais elle a perdu l'équilibre et est tombée. C'était un accident. Et les marques d'étranglement? Lucas regarda directement les caméras, son visage un masque d'innocence. J'ai essayé de la rattraper, peut-être que j'ai serré trop fort dans la panique, mais je n'ai jamais voulu la blesser. J'aimais ma femme. Je l'aime toujours. Dans le public, Jeanne renifla avec mépris. Gabriel la retint, murmura « Laisse-le parler. Il creuse sa propre tombe. » Le contre-interrogatoire d'Hoffman fut dévastateur. Elle se leva, ses dossiers à la main, et s'approcha lentement de la barre des témoins. « Monsieur Moreau, vous dites que vous aimiez votre femme. » Lucas hocha la tête. « De tout mon cœur. » Hoffman ouvrit un dossier. « Alors, expliquez-nous cette entrée dans votre carnet du 20 octobre. Emma a appelé sa mère aujourd'hui sans permission. Doit lui montrer que la désobéissance a des conséquences. Pas de nourriture jusqu'à ce qu'elle apprenne. Est-ce de l'amour, monsieur Moreau ?» La mâchoire de Lucas se crispa. « C'est sorti du contexte. » Hoffman rit incrédule. « Hors contexte, vous avez affamé votre femme enceinte comme punition. Vous l'avez sédatée avec des médicaments. Vous avez contrôlé chaque aspect de sa vie. Et puis, quand elle a essayé de fuir, vous avez tenté de la tuer. » « Ce n'est pas vrai, » siffla Lucas, et pour la première fois on vit des fissures dans sa façade. Elle était ma femme. Elle m'appartenait. Elle n'avait pas le droit de me quitter. Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les retenir. La salle d'audience se figea. Hoffman répéta lentement « Elle m'appartenait ». Lucas réalisa son erreur, essaya de faire marche arrière. Je veux dire, nous étions mariés, nous appartenions ensemble, mais le mal était fait. Les jurés avaient vu ce qui se cachait sous le masque. Possession, contrôle, danger. Hoffman enfonça le clou. Vous avez systématiquement terrorisé une femme sans défense. Vous l'avez isolée, maltraitée, droguée. Et quand elle s'est enfin défendue, vous avez essayé de la tuer. Et votre enfant à naître est mort.
Dites-moi, monsieur Moreau, comment appelez-vous cela? Lucas la fixait, son visage rouge de colère contenue. Je ne dis plus rien sans mon avocat. Hoffman sourit. Vous avez votre avocat juste à côté de vous. Mais je comprends. Plus de questions, votre honneur. Les plaidoiries finales eurent lieu le 7e jour. Dr Keller essaya désespérément de convaincre les jurés. Mon client n'est pas un monstre, commença-t-il. C'est un homme qui était dépassé dans une situation difficile. Sa femme était malade, sa grossesse compliquée. Il a fait des erreurs, oui. Mais tentative de meurtre? Non. C'était une tragédie, pas un crime. La procureure Hoffman se leva pour sa plaidoirie finale. Elle regarda chaque membre du jury directement dans les yeux. Emma Moreau avait 26 ans quand elle a rencontré Lucas. Elle était joyeuse, prospère, aimée. En 3 ans, cet homme l'a transformée en une ombre. Il l'a surveillée, maltraitée, empoisonnée systématiquement avec des médicaments. Il l'a isolée de tous ceux qui auraient pu l'aider. Et quand elle a finalement trouvé le courage de fuir, il a essayé de la tuer. Elle fit une pause. Son enfant à naître est mort de sa violence. Emma elle-même a survécu de justesse, devra vivre avec les conséquences pour le reste de sa vie. Et l'accusé? Il ne montre aucun repentir. Il croit toujours avoir eu raison. Vous l'avez entendu vous-même. Elle m'appartenait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est du contrôle, c'est du danger. Hoffman alla à la table où les preuves étaient déposées. Ce carnet, ces enregistrements de surveillance, ces rapports médicaux, tout cela montre un schéma de violence systématique. Lucas Moreau est coupable, non seulement des actes qu'il a commis cette nuit-là, mais des années de tourments qu'il a infligés à Emma. Je vous demande de lui donner la peine maximale que la loi autorise. Pour Emma, pour son enfant perdu, et pour toutes les femmes qui vivent encore dans l'ombre de tels hommes. Les jurés se retirèrent pour délibérer. 3 heures passèrent. Jeanne et Gabriel étaient assis dans le couloir, ne pouvaient pas parler, respiraient à peine. Emma était trop épuisée pour venir, était allongée dans l'appartement et attendait le verdict. Quand les jurés revinrent, leur expression était grave. Le juge Berger demanda « Avez-vous atteint un verdict ?» Le chef du jury, un homme âgé avec des lunettes, se leva. « Oui, votre honneur. Sur tous les chefs d'accusation, nous trouvons l'accusé coupable. » Jeanne éclata en sanglots. Gabriel la serra fort dans ses bras. Dans la salle d'audience régnait un murmure. Lucas ne montra aucune réaction, resta simplement assis et fixa devant lui. Le juge Berger lut la sentence 2 jours plus tard. « Lucas Moreau, vous êtes condamné pour tentative d'homicide involontaire, lésions corporelles graves avec mort de l'enfant à naître, séquestration et lésions corporelles dangereuses à 12 ans de prison ferme. De plus, une interdiction à vie de contact et d'approche d'Emma Moreau vous est imposée. 12 ans. Cela ne semblait pas suffisant pour ce qu'il avait fait, mais c'était le maximum que le tribunal pouvait donner. Lucas fut emmené, toujours sans montrer la moindre émotion. Les mois qui suivirent furent pour Emma un long chemin douloureux vers la guérison. Elle retourna avec ses parents à Fribourg, dans la ville de son enfance, où elle pouvait recommencer. La kinésithérapie dura encore 6 mois jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau marcher sans aide. La thérapie psychologique prendrait des années. Le divorce fut finalisé en octobre 2024. Emma reprit son nom de jeune fille, redevint Emma Collin. Elle commença une formation en art-thérapie, voulait aider d'autres personnes qui avaient vécu des traumatismes similaires. Lentement, très lentement, elle se construisit une nouvelle vie. Jeanne et Gabriel fermèrent le magasin d'antiquités. Les dernières années les avaient trop marqués. Ils passaient maintenant leur temps à soutenir Emma et à s'engager dans une organisation d'aide aux victimes de violences domestiques. L'instinct de Jeanne avait eu raison, mais elle n'avait pas su comment agir. Maintenant, elle aidait d'autres mères à reconnaître les signes et à intervenir à temps. Le cas Lucas Moreau devint un cas d'école en Allemagne. La violence domestique ne connaît pas de frontières, pas de classe sociale, pas de niveau d'éducation. Elle peut toucher n'importe qui
cachés derrière les façades de mariage parfait et de vie réussie. Les signes d'alerte avaient tous été là. L'isolation croissante, le contrôle sur la communication, les déplacements, les finances, les blessures physiques avec des explications fallacieuses, le changement de personnalité, la peur dans les yeux d'Emma que Jeanne avait ressentie dès le début. La violence domestique commence rarement par une brutalité ouverte. Elle commence par l'amour, par l'attention, par le sentiment d'être quelqu'un de spécial. Ce n'est que plus tard que viennent les tentatives de contrôle subtil qui se déguisent en sollicitude. L'isolation des amis et de la famille qui est présentée comme un désir d'intimité. La critique qui se fait passer pour une aide constructive. Quand le contrôle se déguise en amour, il reste du contrôle. Quand la jalousie est vendue comme passion, elle reste toxique. Quand la violence est excusée avec du repentir, elle reste de la violence. Emma avait survécu, mais à quel prix? Son enfant était mort, sa santé définitivement endommagée, des années de sa vie volées, mais elle vivait, et elle avait retrouvé sa voix. Elle parlait maintenant publiquement de ses expériences, donnait des conférences dans les écoles et les universités, mettait en garde les jeunes femmes contre les signes qu'elle avait négligés. Lucas Moreau était assis à la prison de Stadelheim, ne montrait toujours aucun repentir. Lors d'une évaluation psychiatrique, un grave trouble de la personnalité narcissique avec des traits antisociaux fut diagnostiqué. Le pronostic était mauvais. Il resterait toujours un danger. L'histoire d'Emma et Lucas n'est pas un cas isolé. Tous les 3 jours en Allemagne, une femme meurt de la main de son partenaire ou ex-partenaire. Des milliers vivent dans la peur, piégés dans des relations dont elles ne voient aucune issue. Les leçons sont claires. Écoutez votre intuition. Si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas. L'isolation est un signal d'alarme. Le contrôle n'est pas un signe d'amour. La violence s'intensifie toujours. Elle ne s'arrête jamais d'elle-même. Si vous connaissez quelqu'un chez qui vous voyez de tels signes, parlez-lui. Offrez de l'aide. Soyez là, même si elle vous repousse. Cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Et si vous êtes vous-même dans une telle relation, ce n'est pas votre faute. Vous ne le méritez pas. Et il y a de l'aide. Refuge pour femmes, centre de conseil, police. Le premier pas est le plus difficile, mais il est possible. Emma Collin se tient aujourd'hui comme symbole des survivantes. Non pas comme victime, mais comme combattante qui a reconquis sa vie. Ses cicatrices, physiques comme psychologiques, resteront. Mais elles ne la définissent plus. Elle est plus que ce que Lucas Moreau lui a fait. Et quelque part, dans un appartement silencieux à Fribourg, Jeanne est assise à la fenêtre et regarde les rues familières de sa ville. Elle pense à la fille qu'elle a failli perdre, au petit enfant qui n'a jamais eu de chance. Et elle pense à toutes les autres Emma là-bas, qui ne se sont pas encore échappées. L'affaire est close, mais le combat continue. Chaque jour, dans chaque ville, dans chaque pays, jusqu'à ce qu'aucune femme ne doive plus vivre dans la peur de l'homme qui prétend l'aimer. C'est la vérité troublante derrière les façades parfaites. C'est l'histoire qui doit être racontée, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit enfin entendue. Et Emma la raconte, pour elle-même, pour son enfant perdu et pour tous ceux qui se taisent encore.